Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel Opinion CSC, un numéro consacré à la culture. La culture est un droit fondamental, c'est un outil d'émancipation et une source de cohésion sociale. La culture constitue un bien commun qui doit être et rester aisément accessible à toutes et à tous. Avec plus de 100 000 travailleurs et travailleuses, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des emplois caractérisés par une multitude de statuts, des revenus parfois précaires, de l'intermittence et de la flexibilité. Nous allons découvrir tout cela en feuilletant le premier cadastre de l'emploi culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, les trois grands statuts, ce sont les travailleurs salariés, les indépendants et les indépendants complémentaires. Et donc, travailleurs salariés, c'est une population de 75 000 travailleurs. Les indépendants à titre principal, c'est 27 000. Et les indépendants à titre complémentaire, c'est environ 16 000. À l'intérieur des 75 000, on a 8,5% qui sont des artistes. L'architecture, les arts visuels, les arts vivants, l'audiovisuel, le design, le gaming, qui est un domaine relativement récent qu'on a ajouté à cet ensemble de domaines, le livre et la presse, la mode, la musique et le patrimoine. Donc 10 domaines. Bruxelles prend la grande partie des travailleurs du secteur culturel et on a plus de 50% des travailleurs qui sont localisés à Bruxelles. Arrive ensuite Liège, on est à 11-12%, et puis Nivelles, donc qui est en réalité le Brabant wallon. Pour les travailleurs salariés, le constat est relativement simple. Les salaires, les revenus sont inférieurs au reste, à l'ensemble des domaines donc non culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Si on s'intéresse aux travailleurs occupés, on est à 28 000 € bruts pour les travailleurs du culturel versus 35 000 pour tous les secteurs confondus. Et si vous vous intéressez aux équivalents temps plein, les calculs qu'on a fait, on arrive à 41 000 € brut annuels, tandis qu'on est à 45 000 pour les équivalents temps plein. Les subventions, c'est potentiellement des très très petites parties d'une organisation et à l'exception, en l'occurrence, parce que vous parlez de l'opéra, je pense que c'est une institution qui est largement subventionnée en Fédération Wallonie-Bruxelles. La plupart des organisations reçoivent très très peu de subsides qui ne vont même pas forcément revenir aux travailleurs. Donc l'idée de travailleurs subventionnés, de travailleurs du culturel subventionnés, c'est une espèce de mythe qui perdure un peu mais qui n'a pas beaucoup de sens, quoi. Mais ce qui est assez intéressant ici et concerne plutôt les artistes, c'est que les artistes, eux, ils ont une occupation de moins de 30%. Et cet indicateur-là, c'est quelque chose qui permet de montrer qu'il y a une intermittence ou en tout cas une forme de précarité dans le travail de l'artiste. Le secteur culturel est plus féminisé que les autres secteurs, comme l'ensemble des secteurs du travail en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des revenus qui sont un peu plus élevés pour les hommes, mais avec des écarts salariaux qui sont moins marqués qu'ailleurs. De manière générale, on est dans un secteur qui a tendance à croître, aussi bien en matière de population, nombre de travailleurs, que de revenus. En s'intéressant au taux d'occupation, également aux revenus, on constate que c'est effectivement un secteur où des formes d'intermittence, où certaines formes de précarité sont marquées. Pour permettre aux artistes d'exercer leur métier, d'en vivre, voire d'en survivre, il y a un statut particulier qui a été créé en Belgique. Il s'agit du statut de travailleur des arts. En quoi consiste-t-il et comment l'obtenir? C'est ce qu'on vous explique tout de suite. Le statut de travailleur des arts, c'est quoi? En Belgique, le statut de travailleur des arts, aussi appelé TDA, est un statut qui permet aux travailleurs des secteurs artistiques, qu'ils soient artistes ou techniciens, d'avoir une meilleure reconnaissance et une meilleure protection. Il a été conçu pour pouvoir adapter les règles du travail et de la sécurité sociale aux spécificités des métiers artistiques. Ce statut permet d'obtenir des avantages auprès de plusieurs administrations: l'ONEM, l'INASTI et l'ONSS. Mais comment obtenir ce statut de travailleur des arts? Pour bien comprendre, prenons l'exemple de Julie, qui est musicienne et chanteuse. L'obtention de son statut doit passer par 2 étapes. Première étape, la reconnaissance du statut. Julie doit en effet recevoir une attestation de travailleuse des arts auprès de la commission TDA.
Pour recevoir cette attestation, elle doit se rendre sur la plateforme Working in the Art. Sur base du dossier qu'elle aura déposé dans son espace personnel, la commission va constater 1. Que son activité présente bien un caractère artistique ou artistique technique ou artistique de soutien. 2. Que son activité lui procure déjà un certain niveau de revenu et qu'elle peut donc être qualifiée de professionnelle. Sur base de ces constats, la commission TDA lui délivrera soit une attestation plus, si ses revenus sont à un niveau minimum de 13 546 € bruts sur 5 ans ou 5 418 € bruts sur 2 ans. Cette attestation est valable 5 ans renouvelable et pourra être valorisée en allocation TDA. Elle permettra également d'obtenir des avantages en matière de droits d'auteur et droits voisins et en matière de cotisation sociale dans le régime des indépendants, soit une attestation ordinaire si ses revenus sont à un niveau minimum de 1 000 € bruts sur 2 ans. Cette attestation est valable 5 ans renouvelable, ne pourra pas être valorisée en allocation TDA, mais elle lui permettra d'obtenir des avantages en matière de droits d'auteur et droits voisins et en matière de cotisation sociale dans le régime des indépendants. Soit enfin une attestation starter, délivrée sur base de son diplôme ou équivalent, de revenus minimum, 300 € bruts sur 3 ans, et d'un plan de carrière. Cette attestation lui donnera tous les avantages de la plus, mais seulement durant 3 ans, et cette attestation n'est pas renouvelable. Deuxième étape, la valorisation. Munie de l'attestation plus ou de l'attestation starter, Julie va pouvoir se rendre dans son syndicat ou à la CAPAC et demander à l'ONEM une allocation TDA. Celle-ci lui assurera durant 3 ans un revenu un peu plus élevé qu'une allocation de chômage classique, mais non dégressif. Mais il y a une condition. Julie doit apporter la preuve de 156 jours de travail, ou l'équivalent en cachet, durant les 24 derniers mois, tous secteurs confondus. Elle devra renouveler cette demande d'allocation TDA tous les 3 ans, avec 78 jours de travail sur les 36 derniers mois. Détail important, si comme Julie vous êtes sous allocation TDA, vous êtes et restez demandeur d'emploi dans votre secteur. Mais vous ne devez pas apporter les preuves de votre recherche active d'emploi. Par contre, vous devez répondre aux sollicitations de votre service régional de l'emploi dans le cadre de l'accompagnement. Munie de l'attestation plus ou de l'attestation starter ou de l'attestation ordinaire, Julie peut également demander auprès de l'INASTI l'application des conditions Primo Starter. Ce sont des cotisations sociales réduites durant les 4 premiers trimestres de l'activité d'indépendant à titre principal. Elle peut également demander auprès de l'administration des impôts des conditions spéciales en matière de droits d'auteur et droits voisins. Julie peut enfin, grâce à ces 3 attestations, travailler sous contrat article 1 bis. Cette forme particulière de contrat lui permet d'effectuer des prestations pour un donneur d'ordre avec lequel il n'y a pas de lien de subordination et les valoriser dans la sécurité sociale des travailleurs salariés via un bureau social pour artistes. Si comme Julie, vous avez besoin d'aide pour mieux comprendre ce statut de travailleur des arts, la CSC Culture est là pour vous. Infos et contacts sur www.csc-culture.be. Si le statut de travailleur des arts est imparfait, il constitue un soutien indispensable à la création. Oui, et quels sont ses avantages et ses inconvénients? Est-ce qu'il est menacé? Aujourd'hui, le statut d'artiste, finalement, il permet aux travailleurs des arts et aux travailleuses des arts d'avoir des revenus pendant les périodes de travail invisibilisées. En fait, les périodes de travail invisibilisées, c'est caractéristique du secteur. Ce sont les périodes où les travailleuses et les travailleurs des arts créent, en fait. C'est les moments où ils doivent être en réflexion pour leur future création. Actuellement, ces périodes-là sont la plupart du temps non indemnisées par le donneur d'ordre, donc par les gens qui achètent les spectacles, qui achètent les musiques, etc. Donc on essaie de les rémunérer via la sécurité sociale, en l'occurrence. L'inconvénient, c'est que administrativement, c'est très lourd pour les travailleurs, quelque part, parce qu'ils doivent d'une part obtenir une attestation tous les 5 ans, qui doit être renouvelée tous les 5 ans auprès d'une commission du travail des arts, commission qui va examiner tous leurs dossiers pour voir si leur activité est artistique et professionnelle, d'une part, et d'autre part, il a, avec cette attestation, aller toquer à l'administration, à l'ONEM en l'occurrence, via leur bureau de chômage, pour avoir l'allocation de travailleurs des arts. Donc ça veut dire qu'ils sont tout le temps obligés d'avoir un double dossier en évolution, un dossier pour l'attestation de travailleurs des arts et un dossier pour leur allocation. Et donc sur le plan administratif, pour les travailleurs qui ne sont pas caractérisés par leur esprit administratif, c'est compliqué, quoi.
L'Arizona a une fâcheuse tendance à stigmatiser toutes celles et ceux qui sont sous le régime de la solidarité, et donc le principe même de solidarité. Et donc on a vu qu'il y a les cheminots paresseux, les enseignants tir au flanc, et évidemment les artistes qui risqueraient de profiter du système, comme en fait tous ceux qui sont sous le régime de la solidarité, mais qui n'exploitent personne, en l'occurrence, pour survivre. Et donc, à ce titre, les artistes risquent d'être stigmatisés comme les autres, pour ensuite être sortis éventuellement du principe de la solidarité et devoir se débrouiller chacun de son côté. C'est vraiment sur le principe de société solidaire qui seront attaqués comme d'autres. Et donc, on craint que le statut... Bon, on a craint pour le statut d'abord. Les artistes se sont massivement mobilisés le 31 mars dernier, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le gouvernement a reculé sur le statut. Mais maintenant, ce qu'il dit, c'est dans la commission du travail des arts dont Marc vous a parlé, on a vu que quand même il y a peut-être des abus. Et là, on voit que c'est le même discours que le MR et les engagés, la NVA, tiennent toujours. C'est ceux qui ne sont pas des travailleurs de 7 à 19 heures seraient des profiteurs, mais sans jamais parler des actionnaires ou de ceux qui profitent vraiment, quoi. Être artiste, c'est souvent la galère, et ça risque d'être encore pire avec les mesures annoncées par le gouvernement Azur et Arizona. Un témoignage vaut souvent mieux qu'un long discours. Alors donnons la parole aux premiers concernés, comédiens, plasticiens, musiciens, metteurs en scène ou directeurs de théâtre. J'ai fait ma formation au Conservatoire de Bruxelles. Dès la fin de ma formation, je me suis lancé dans le monde du travail. Assez rapidement, j'ai eu des opportunités de jouer dans différents théâtres ici à Bruxelles. Et puis très rapidement, on se retrouve avec les périodes de creux, qui, même si on a eu de la chance de tout de suite travailler, arrivent assez vite. Les difficultés principales, je dirais qu'il a fallu que je fasse d'autres emplois, des métiers qui n'étaient pas vraiment ceux pour lesquels j'avais étudié, pour pouvoir débloquer cette assurance d'avoir de quoi vivre quand je ne travaillais pas de mon métier artistique. Ces difficultés, elles sont aussi dans le fait que, comme le milieu est petit, hein, on n'a pas beaucoup de moyens, le milieu est petit, mais qu'il y a beaucoup d'offres, c'est-à-dire qu'on a 5 écoles, rien qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui produisent une centaine d'acteurs sur le terrain tous les ans, et ça fait beaucoup de monde sur le terrain. Et donc la compétition est très rude. Ça m'était très cher d'obtenir ce statut d'artiste parce que j'avais, dès la sortie du conservatoire, l'envie de créer mes propres projets. Je me disais, le meilleur moyen d'avoir du travail, c'est de le créer moi-même. Et donc pour ça, eh bien, ça demande énormément de temps, puisque pour pouvoir obtenir un subside, il faut écrire un dossier qui va convaincre une commission, il faut faire tout un travail de diffusion et d'aller parler à tous les directeurs de centres culturels, de théâtre. Mon projet est vraiment bien parce que il s'inscrit dans l'actualité, nanana, nanana. C'est tout un travail qui finalement n'était pas celui pour lequel j'avais étudié. C'est un travail de production, de diffusion, qui n'était pas le travail artistique que je voulais faire. Et cette difficulté-là, eh bien, c'est que tout ce travail, il est invisible, il n'est pas payé. Je travaille dans mon coin pour arriver à ce qu'un jour mon spectacle soit produit et que je sois payé pour le jouer ou pour le mettre en scène. Et donc tout ce travail invisible en attendant, eh bien, c'est grâce au statut d'artiste que je peux vivre malgré tout. C'est tout à fait galère. De ma distribution au conservatoire, je pense qu'on n'est pas la moitié à être encore dans le milieu. L'élimination s'est fait au fur et à mesure. Et des copains à moi qui étaient très doués, qui ont joué dans un film primé en Belgique, qui a tourné au festival, à Cannes, etc., eh bien, ont dû abandonner le métier parce que c'est bien beau, la renommée, mais ça ne fait pas vivre. Il y a une énorme insécurité par rapport au lieu, par rapport à la structure, par rapport à notre travail. C'est quand même... tout ça, c'est assez inquiétant, quoi, savoir si ça va continuer. Dans quelle mesure ça va continuer, si on va pouvoir faire notre travail correctement, si on va pouvoir le faire tout court. Dans les métiers plastiques, on n'est pas rémunéré pour travailler dans l'atelier. Je travaille, je ne suis pas payé pour ce que je fais.
Et c'est quand je réalise une exposition, si l'exposition se porte bien, alors là peut-être que je serai rémunéré partiellement pour le travail que j'ai fourni. Mais on n'a pas des expositions tout le temps, il n'y a pas des acheteurs tout le temps. J'ai un boulot alimentaire et je fais ça sur le côté. Si je pouvais passer beaucoup plus de temps dans mon atelier, ou en tout cas trouver peut-être un boulot qui me rémunère plus pour le temps de travail nécessaire, que je puisse avoir la même qualité de vie qui n'est pas élevée, hein, mais qui me permet de vivre correctement, tout en pouvant accorder du temps à la peinture et me détacher progressivement ce serait l'idéal, quoi. Les conditions financières et les conditions générales liées à ces professions artistiques sont compliquées. Donc je dirais qu'il faut être vraiment passionné si on veut envisager ce métier. Moi, je suis musicien professionnel. Je joue dans plusieurs types de formations. Je suis bassiste, mais aussi j'écris ma musique, donc je suis compositeur et arrangeur. J'arrange aussi la musique d'autres. Donc tout ça, ça demande énormément de travail, et de travail qui n'est parfois pas rémunéré. Il y a une partie de pratique de l'instrument. Il y a aussi, quand on a son propre projet, il faut rechercher les concerts. Et puis quand on joue dans plusieurs formations, évidemment, il faut apprendre les différents répertoires, répéter, etc. Et quand on écrit de la musique, ça prend aussi énormément de temps. Si on veut combiner ça avec une vie de famille aussi, c'est pas spécialement évident. Souvent, les cachets sont très précaires, et même des groupes connus, on est parfois étonné de voir le montant du cachet. Et étonnamment, ce ne sont pas les organismes comme les centres culturels ou bien du non-marchand, etc., ou bien certains organismes privés qui sont les plus mauvais payeurs, mais d'habitude ce sont les plus gros festivals qui jouent avec leur notoriété et donc qui proposent des contrats à prendre ou à laisser. Et souvent, des grosses têtes d'affiche qui viennent pas spécialement de Belgique vont prendre des cachets mirobolants, et on laisse les miettes aux artistes locaux, quoi. Quand j'ai commencé, les cachets permettaient de payer la nourriture et le loyer d'un petit appartement, etc. Tandis que maintenant, je veux dire, il faudrait 10 fois le cachet qu'on touche maintenant pour se permettre ça. Donc en fait, les cachets n'ont pas vraiment augmenté. On gagne de moins en moins, on a de moins en moins de pouvoir d'achat avec ce qu'on gagne. Si on devait prendre en compte tout le travail que ça demande, les concerts ou la culture seraient inaccessibles à la plupart des gens. Et donc c'est aussi quel type de société on veut. Est-ce qu'on veut une société où il n'y a que certaines personnes qui peuvent se le permettre, qui ont un accès à la culture, ou est-ce qu'on veut une société où on a une culture libre et émancipatrice qui peut se développer et dont tout le monde peut bénéficier. Travailler là-dedans, c'est pas facile, et en plus, c'est pas quelque chose qui est reconnu. Disons que tu as, pour moi, plusieurs sortes de cultures. Il y en a une qui est reconnue, qui est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, il y a tout le côté amateurisme, la pratique que les gens ont. Vraiment, de pouvoir se dire, je peux faire de l'impro, je peux avoir une activité extra-professionnelle, je peux faire du théâtre, je peux faire de la musique, etc. Mais si à un moment, tu as envie de te produire, il faut des lieux, il faut des théâtres qui ne sont pas nécessairement eux-mêmes reconnus. Donc, si à un moment, un théâtre qui produit de l'amateurisme n'arrive pas à booker ses salles, à avoir l'argent qui rentre, etc., est-ce qu'il va rester vivant? Mais le problème, c'est un manque de soutien structurel. J'ai l'impression qu'on laisse un peu à l'abandon toute une manne de créateurs ici, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ils se sentent livrés à eux-mêmes pour évoluer, avec un soutien des pouvoirs publics, mais également des grandes stations qui est parfois... on ne comprend pas parfois les choix qui sont portés pour la programmation musicale, et les aides également, ce qui fait que, notamment en termes de droits d'auteur, la répartition va toujours vers les mêmes. Voilà. Et donc ça enrichit toujours ceux qu'on connaît déjà très très bien, qui n'en ont peut-être moins besoin. Si les mesures des gouvernements Azur et Arizona touchent directement les artistes, elles impactent aussi les institutions et les structures culturelles, petites ou grandes.
Oui, c'est à se demander si on ne cherche pas à créer un monde sans culture ou bien une culture uniquement réservée à une élite. Voyons ça ensemble. Sur l'institution immédiate, ça va être 15% de subsides par rapport à la ville de Charleroi en diminution, 25 l'année prochaine. Et puis, il y a la réforme en cours vers les points APE. Là, ça va être des pertes d'emplois inévitables. S'il y a une réforme lourde qui arrive via les points APE, ce sera des pertes d'emplois. Donc, moins de culture, moins de travailleurs, moins de spectacles. Ça va être très concret. Ce n'est pas juste des demandes on va dire d'économie sur certains niveaux, c'est global, ça va être une diminution de l'activité globale. C'est certain que si on casse le statut d'artiste, comme c'est aussi une volonté du gouvernement Arizona, et qu'on remette ce statut de côté, ça va limiter inévitablement l'accès aux personnes les plus modestes dans cette profession. Et donc la profession va redevenir un secteur réservé à une certaine élite financière. Et donc c'est très insidieux, mais pour moi, derrière toutes ces mesures, il y a aussi finalement de rendre la culture tel un luxe bourgeois, tel un produit de consommation luxueux et plus du tout quelque chose qui rentre dans la vie quotidienne des personnes, qui les fait réfléchir, qui les fait évoluer en termes de citoyens, enfin les fameux citoyens responsables, actifs et critiques. Il y a quelque chose qui est mis en route qui va réduire la qualité de vie entre les citoyens, mais aussi de l'impact de la culture à travers le monde scolaire, justement, dès le plus jeune âge, et à travers une accessibilité. Mais inévitablement, c'est le prix des places aussi qui va monter. Et donc, l'accessibilité, de nouveau, de la culture qui va être réservée inévitablement à ceux qui peuvent se permettre d'aller voir des spectacles, d'aller au théâtre. Parce que c'est clair que sans subvention, c'est toute une partie de la culture qui disparaît. Le monde culturel et créatif, on est sur 5% du PIB, ce qui est énorme. C'est certain que les mesures en cours vont inévitablement impacter le monde culturel dans l'ensemble et surtout le monde le plus fragile qui vit vers le monde associatif et vers les personnes qui sont les plus modestes ou les plus fragiles financièrement. Alors on le sait, le gouvernement Arizona nous prépare aussi une grande réforme des pensions. Et cette réforme va nous impacter toutes et tous, mais en particulier les travailleurs et les travailleuses des secteurs culturels et artistiques. En tant que telles, les règles spécifiques aux artistes en matière de pension ne sont pas visées dans l'accord de gouvernement Arizona. En revanche, il est prévu que de manière générale, on renforce les conditions de carrière pour accéder notamment à la pension de manière anticipée et éventuellement aussi à la pension minimum garantie, comme on prévoit dans l'accord de gouvernement en général de pénaliser, en tout cas de rendre moins attrayant la prise de pension anticipée pour les travailleurs qui ont des carrières avec une intensité de travail faible. Ces réformes donc, qui sont annoncées et qui sont d'application générale, il est prévisible qu'elles aient des effets négatifs pour les travailleurs en général qui ont des carrières autres qu'à temps plein, qui ont des carrières avec des périodes de travail plus ou moins intenses, qui ont des carrières avec des périodes de travail à temps partiel, comme on le dit habituellement. Et donc, à ce titre-là, les artistes, puisqu'ils ont des carrières qui s'éloignent du schéma classique du travail à temps plein, risquent en effet d'être, comme les autres travailleurs à temps partiel, impactés négativement par ces réformes à venir du gouvernement. C'est en tant que travailleur intermittent ou à temps partiel qu'ils risquent d'être effectivement touchés par ces réformes. Afin de soutenir les artistes et de faire reconnaître le rôle fondamental de la culture pour la démocratie, la CSC a mis en place la plateforme CSC Culture. Quels sont ses objectifs? Quel est son fonctionnement? Et comment organise-t-elle l'action collective?
Nous, à la CC Culture, en tout cas, on estime d'abord que la culture, ça fait partie des biens communs, comme les écoles, comme les soins de santé, comme le système routier que nous avons en Belgique, comme le système ferroviaire qu'on a en Belgique. Donc c'est un bien commun qu'on a décidé collectivement de construire. Et donc ça, c'est une première considération idéologique. Par rapport à ça, plutôt que d'aborder le statut des travailleurs par le biais chômage, comme on le fait pour le moment, en leur versant une allocation pendant leur période d'intermittence, on pourrait imaginer plutôt l'inverse, par le biais travail, avec des subsides de la culture à la hauteur de ce qu'on souhaite en matière de culture, de ce qu'on souhaite en matière de culture accessible pour tous, et surtout une culture qui soit émancipatrice, qui permette aux gens de faire des réflexions sur la manière dont ils vivent, la manière dont on vit en société, aussi de nouveau un plan idéologique, en disant que la culture, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Les travailleurs qui font la culture doivent être rémunérés correctement, et par le biais des subsides, ça nous semble être la meilleure manière, en tout cas, d'arriver à cette fin-là. Pour nous, ce qui était important, comme ces cultures, c'était à la suite du Covid de considérer que les travailleurs des arts qui avaient été particulièrement impactés à ce moment-là puissent être organisés comme des travailleurs comme les autres, entre guillemets, au sein des organisations syndicales. Et de nouveau, du coup, c'est un mot que j'utiliserai beaucoup, mais en solidarité avec les autres secteurs, c'est aussi ça le principe des organisations syndicales, c'est de sortir de conceptions un peu corporatistes et d'organiser une défense d'un secteur de façon solidaire avec tous les travailleuses et travailleurs de ce secteur. Donc c'est ce qu'on a eu l'ambition de faire ensemble avec la CC Culture. Et du coup, on a des revendications, notamment une revendication prioritaire pour nous, c'est d'assurer une représentation formelle des travailleurs dans ce secteur. Et donc c'est de pouvoir signer ce qu'on appelle une convention collective de travail sur la délégation syndicale. Notre revendication, c'est avec un seuil de 10 travailleurs, on puisse avoir une représentation syndicale avec donc un délégué syndical nommé par les organisations syndicales qui soit ensuite protégé pour porter la parole des travailleurs. Le principe qu'ont certains employeurs de dire on est tous dans le même bateau, pas de ça entre nous, on pense que c'est un petit peu dépassé et que pour pouvoir porter une parole collective, il faut pouvoir avoir une représentation formelle qui soit donc protégée. D'une façon structurelle, les travailleurs sont très isolés les uns par rapport aux autres et donc ils se connaissent relativement peu, ils ont difficile de s'organiser. Et donc comme organisation syndicale, on n'a pas d'intérêt catégoriel, on ne va pas défendre plus les musiciens avec les plasticiens que les comédiens, mais par contre on peut fédérer et organiser l'action collective. C'est ce qu'on essaye de mettre en place pour le moment avec un comité qui est en route sur Bruxelles depuis quelques semaines déjà, quelques mois maintenant, et dans d'autres régions ça va suivre également l'idée d'organiser collectivement les travailleuses et les travailleurs. Et c'est très concret. Comment on a organisé l'action collective? D'abord en organisant des séances d'information sur le fameux statut de travailleur des arts, en assumant qu'on a une responsabilité d'information, et puis en les réunissant, on leur a parlé de l'importance de l'action collective, on leur a dit mais nous on compte aussi organiser des comités où on va définir ensemble nos priorités, parce que ça ne sert à rien qu'à deux dans notre bureau, on décide ensemble des revendications d'un secteur, on veut le faire avec vous. Donc c'est assez concret et c'est vraiment l'idée de faire ensemble et de construire ensemble l'identité syndicale du secteur. Pour en savoir plus sur la plateforme CSC Culture et ses revendications, mais aussi pour poser toutes vos questions, rendez-vous sur le site csc-culture.be. csc-culture.be. C'est ici que se termine notre émission. Vous pouvez la revoir sur Ovio et sur les différents médias de la CSC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel Opinion CSC.